Ici, on va voir aujourd'hui donc ce qu'on appelle la résistance d'isolement. Alors, donc qu'est-ce qu'on a déjà vu auparavant? Auparavant, on avait parlé des matériaux et ces matériaux pouvaient être classés, je veux dire, en trois catégories. Donc on avait les conducteurs, les semi-conducteurs et les isolants. Voilà. Donc on avait créé trois classes de matériaux. Alors, on a dit que bon, certains corps, certains matériaux sont soit conducteurs, soit isolants. Alors, on avait dit qu'un isolant, c'est un corps dans lequel tous les électrons sont rigidement donc liés aux atomes auxquels ils appartenaient. Dans le sens où on avait euh, pour les isolants, je parle pour les isolants bien sûr, donc euh, en fonction de l'énergie, on avait des bandes internes. Soit on avait des bandes internes, voilà, séparées par une valeur énergétique bien précise. Et la dernière couche était c'était la bande de valence. Ça, c'est les couches internes. Voilà. Ici, on a les couches. Et la dernière, elle était la bande de conduction. Voilà. Et on avait des niveaux d'énergie, bien sûr, ce qui séparait. Dire, faut savoir qu'on avait expliqué que on avait le noyau et la matière était constituée d'électrons qui gravitaient autour du noyau et que ces électrons étaient attirés par le noyau. Et plus les électrons étaient proches du noyau, et plus ils étaient fortement attirés. Et plus ils étaient éloignés, plus l'attraction était moins forte. Ça, c'est un exemple. Voilà. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Par exemple, ici, j'ai l'atome de cuivre, ici, par exemple. Voilà. Avec sa bande de valence ici. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Donc, ici, c'est la bande de valence. Enfin, l'orbite de valence. Il faut savoir que plus les électrons sont rapprochés du noyau, plus ils sont attirés. La force d'attraction est forte. Voilà, ils sont fortement attirés. Donc celui-là est plus fortement attiré que ces deux-ci. Parce que, et plus les électrons sont éloignés, moins ils sont attirés. Donc en fait, une force extérieure peut facilement les arracher. Par contre, l'énergie d'un électron sur une orbite est d'autant plus grande que plus euh, il se trouve sur une orbite éloignée. Donc en fait, celui-ci a une orbite beaucoup plus grande que une énergie beaucoup plus grande que ces électrons-là. Ces électrons aussi ont une énergie beaucoup plus grande que ceux de la couche plus basse. Donc une couche haut, les électrons d'une couche haut ont toujours plus d'énergie que les électrons d'une couche basse. Et il faut savoir que les électrons ne peuvent passer que d'une couche à l'autre euh, que lorsqu'il y a un apport d'énergie. Voilà. Un électron peut monter d'une couche à une autre si on apporte une énergie égale à h nu. Et inversement,
les électrons retomberont d'une couche supérieure à une couche inférieure que si ils émettent donc une énergie sous forme de photons. Voilà, donc ici, les isolants ici on avait une bande interdite. Et là, au niveau énergétique, la bande interdite, dW, si j'appelle ça la variation d'énergie pour aller de la bande de valence à la bande de conduction, pour l'isolant, elle est tellement grande que c'est très difficile à passer. Très difficile à passer. Très très difficile à passer, mais il y en a qui passent quand même. Il y en a qui passent quand même. Contrairement, ça c'est pour les isolants. Pour les semi-conducteurs, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour les semi-conducteurs, à ce moment-là, la bande énergétique était moins grande. Donc c'est moins grande, ils peuvent passer sous certaines conditions de la bande de valence à la bande de conduction. Si on lui apporte de l'énergie extérieure, c'est-à-dire si on apporte de la température par une élévation de température, par un champ extérieur, champ électrique extérieur, etc. Voilà, en excitant, je veux dire, les électrons. Bon, mais pour les conducteurs, on avait la bande de valence et la bande de conduction qui étaient juxtaposées. Donc en fait, on retrouvait pas mal d'électrons libres, de mobilité d'électrons libres. Attention que la mobilité de ces électrons libres ne veut pas dire qu'on avait un ion. Hein. On avait toujours des atomes ici. Hein. Voilà. Donc pour avoir des ions, il faut arracher l'électron de manière permanente. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu les explications. Donc en fait, on avait dit qu'il existait donc des corps isolants. Je viens de l'expliquer avec une bande énergétique, je veux dire, très difficile à passer, pour passer de la bande de valence à la bande de conduction. On retrouvait des conducteurs et il faut savoir que pour les isolants, donc, comment est-ce qu'on appelle ça, les électrons étaient solidement, rigidement liés donc aux atomes auxquels ils appartenaient. Et dans le conducteur, certains électrons sont très peu liés au noyau. Et on dit qu'ils sont des électrons libres et voilà. Bon, maintenant, si je prends un conducteur parfait, ça voudrait dire que ce serait un corps, j'ai bien dit ce serait un corps, dans lequel les électrons libres peuvent se déplacer sans aucune dépense d'énergie. Sans aucune dépense d'énergie. Mais en réalité, ça n'existe pas. On ne rencontre pas de conducteur parfait, ni même d'isolant parfait. On a soit des corps plus ou moins bons conducteurs, ou soit des matériaux plus ou moins bons isolants. Donc, on n'a pas de conducteur parfait, ni d'isolant parfait. Bon, et donc les semi-conducteurs, c'est une classe en intermédiaire. Donc, ce qu'on vient de dire ici, c'est que le déplacement des électrons libres, donc d'un matériau, est plus ou moins possible, et ceci dans une large gamme, une large possibilité, donc qui va, je veux dire, dans une zone que je vais définir. Je vais définir la zone, bon, ce sont des énormes zones. Ici, je vais mettre la conductivité. Voilà, en Siemens par centimètre ici. Hein. En Siemens par centimètre. Voilà, et on va voir la gamme que ça peut aller pour les conducteurs, et pour les semi-conducteurs et pour les isolants. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la résistivité. Et là, je vais le mettre en ohms mètre. Voilà, pourquoi en ohms mètre? Bon, donc, déjà ici, vous avez déjà un indice. Vous avez déjà un indice.
travers de l'unité, qu'est-ce qui va dire que on est conducteur, semi-conducteur ou isolant? L'indice est là, c'est l'unité. Le Siemens par centimètre et l'ohm mètre. En fait, c'est la conductivité et la résistivité. Donc pour ça, qu'est-ce qui va définir donc qu'un matériau est conducteur, semi-conducteur ou comment on appelle ça, isolant? En fait, c'est la résistance. R égale ρ L sur S. Ça, c'est la loi de Pouillet. La loi de Pouillet. Bon, qu'est-ce qu'on se rend compte dans cette loi de Pouillet? Mais que la résistance, elle est dépendante de la longueur de la section. Et du type de matériau. Et donc, du matériau s'il est conducteur ou isolant ou semi-conducteur. Donc ici, pourquoi dit-on R égale ρL sur S? Parce qu'en fait, on a vu que la résistance, c'est la difficulté qu'offre le matériau au passage du courant. Et ce matériau, si je prends les charges qui constituent le courant électrique, je peux mettre Q ou E, peu importe, charge de l'électron. Quand il traverse le matériau, ben, il aura d'autant plus facile à traverser une plus grosse section qu'une petite section. Donc les électrons sont plus aptes à passer dans une grosse section qu'une petite section. Donc si la section augmente, la résistance diminue. Vraiment parce que les électrons passent plus facilement dans un plus grand... J'ai pris ici un conducteur cylindrique. Hein. J'ai pris un conducteur cylindrique. Donc si j'augmente la section du câble, enfin la section d'un conducteur, ben, les électrons peuvent passer facilement sans chauffer. En chauffant moins que s'ils passaient dans une plus petite section, moins adaptée. Donc si on augmente la section, on peut faire passer des plus gros courants. Parce que la résistance est plus petite. Et donc elle offre moins de difficultés au passage du courant, donc des électrons. Ouais, mais maintenant au niveau de la longueur. Mais, donc ici, la loi entre la résistance et la section est inversement proportionnelle. S'il y a une grandeur qui augmente, la variable dépendante de la section va diminuer, et inversement. Mais généralement, on cherche à diminuer la résistance, donc on va augmenter la section. Donc maintenant, ici, prenons la longueur. Si on prend la longueur, je prends une certaine longueur, que je vais appeler grand L. L, ça ne veut pas dire largeur, hein, ça veut dire longueur. Normalement, petit L, c'est longueur, mais bon, ici, on a pris grand L pour la longueur du matériau, du conducteur. Donc si j'augmente la longueur, tout en gardant la même section, qu'est-ce qui va se passer au niveau du conducteur? Mais pour les électrons, c'est plus facile hein, d'aller dans la section ici que de parcourir la section ici. Parce que là, il y a encore un chemin en plus à parcourir et la difficulté est plus grande pour passer sur une plus grande longueur que pour une plus petite longueur. Donc en fait, ici, c'est, on va dire, directement proportionnel entre la résistance et la longueur. Donc, si on augmente la longueur, la longueur d'un conducteur, d'office, la résistance augmente. C'est directement proportionnel. Si ça augmente d'un côté, ça augmente de l'autre. Si ça diminue, si la longueur diminue, la résistance diminue. Donc, voilà. Maintenant, tout dépend aussi... Ça, ce sont les paramètres géométriques. Longueur et section sont les paramètres géométriques du matériau en présence. Ici, j'ai pris un conducteur cylindrique d'une certaine section définie et d'une longueur définie. Mais si je prends un matériau bien précis, par exemple, comment on appelle ça, de cuivre, un matériau conducteur, ça peut être même un isolant, ça bon, c'est pas un problème. Justement, je parlais des isolants par après. J'ai parlé des isolants par après. Bon, donc ici, je prends un conducteur. Et en fait, en fonction du type de conducteur en présence, ici j'ai pris un conducteur solide. Hein.
J'ai pas pris du liquide. Bon, on peut prendre du liquide au travers d'une réaction chimique. Je mets un liquide et voilà. Bon, ici j'ai pris des conducteurs liquides, solides, pardon, des matériaux solides. Bon, la résistivité ici, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en fonction du matériau, si le conducteur conduit mieux, mais la résistivité va diminuer. La résistance diminue. Donc, bien conduire, ça veut dire avoir une très petite résistivité. Si le matériau a une petite résistivité, la résistance est plus petite et conduira mieux le courant. Mais inversement, si la résistivité est plus grande du matériau, conducteur ou isolant, peu importe, si la résistivité augmente, la résistance augmente. Ce qui veut dire que la résistance sera grande pour un isolant et la résistance sera petite pour un isolant. Petite pour un conducteur. Et alors on retrouvera un état intermédiaire qui est les semi-conducteurs, qui sont un état intermédiaire entre les isolants et les conducteurs. Bon, maintenant, voyons exactement les valeurs. Mais pour l'instant, j'ai parlé qu'un petit peu de la résistivité. La résistance, pardon. Et indirectement la résistivité. La différence entre la résistivité et la résistance, c'est que la résistivité dépend du matériau. Du type de matériau en présence. S'il est bon conducteur ou pas. Mais la résistance dépend des paramètres géométriques comme longueur, section. Ce que la résistivité ne dépend pas. Elle dépend de la nature du matériau en présence. Donc des éléments atomiques en présence. Alors, revenons sur nos unités. Donc R égale ρ L sur S. La longueur, je vais la mettre en mètres. La section en mètres carrés. Et ρ en mètres. Donc, la résistance, elle est en ohms. Donc ici, la résistivité, c'est quoi? C'est des ohms mètres carrés par mètre. Ce qui veut dire en d'autres termes, des ohms mètres. Bon, on peut mettre en centimètres. Je peux mettre des ohms centimètres parce que les conducteurs, les sections sont en centimètres carrés. Des conducteurs ne sont pas en mètres carrés. Mais malgré tout, ici, je vais considérer soit des ohms par centimètre, soit des ohms par mètre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la résistance. Bon, l'inverse d'une résistance, c'est ce qu'on appelle une conductance. Là, c'est en ohm, et là c'est en Siemens. C'est deux Allemands. Siemens est un Allemand et George Ohm est un Allemand. C'est deux Allemands. Donc en fait, la résistance et la conductance EG dépendent des paramètres. Eux, ils dépendent de quoi? De la géométrie et du matériau. Voilà. Maintenant, la résistivité, on vient de la voir. La résistivité, il ne dépend que du matériau. Et la résistivité, c'est en quelle unité? C'est en, on vient de le voir, ohm mètre ou ohm centimètre. Et la conductivité, qui est l'inverse de la résistivité,
Ça, c'est la conductivité. Elle est en Siemens par mètre ou en Siemens par centimètre. Voilà un petit résumé. Bon. Et alors bon, comme on a dit, on a des matériaux plus ou moins bons conducteurs, très bons conducteurs, des très mauvais conducteurs, des mauvais conducteurs. En fait, on peut mettre ça dans une classe, je veux dire, encore séparée. Non, en gros, ici, donc la conductivité des conducteurs, ça va de 10 exposant 2 à 10 exposant 6. 10,2, ça veut dire de 100 Siemens à 1 million de Siemens. Maintenant, si on fait l'inverse de 10 exposant, ici je vais le mettre en centimètres, hein, pour avoir des centimètres ici aussi. Sinon je devrais refaire une reconversion des centimètres en mètres. Bon, je vais mettre en ohm par centimètre. Et donc, là, ça, c'est l'inverse. C'est de 10, puisque c'est l'inverse, c'est de 10 moins 6 à 10 moins 2. Donc de 1 millionième à 1 centième. Maintenant, les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, on va aller de 10 moins 6 à 10,2. Donc, de 1 millionième de Siemens par centimètre à 100 centimètres, on se retrouve dans la zone des semi-conducteurs. Bon, si je mets en ohm par centimètre, en ohm centimètre, ce qui fait on ira de 10,6 à 10 moins 2. Voilà, si on parle en ohm centimètre. Bon, et la dernière zone, les isolances, on va de 10 moins 8 à 10 moins 16. Donc, de 10 moins 8 à 10 moins 16, ce sont les isolants. Donc ici, je vais mettre de 10, 10, 16, 10 moins 6, 10 moins 16, 10 moins 2. Donc, on a bien 10, 16 à 18. Voilà. Ce qui est tout à fait logique, hein. Ici, plus la conductivité augmente, et plus on est conducteur. Ici, plus la résistivité diminue, et plus on est conducteur. Là, ça augmente. Plus ça augmente, plus on est conducteur. Et plus là, on augmente. Et là, plus on est... plus ça diminue, là, ici. Plus ça diminue. Et plus on est conducteur. Donc, on voit bien l'effet inversement proportionnel. Donc, pour parler réellement de conductivité, le plus facile, c'est de parler d'un conducteur, c'est de parler directement de la conductivité. Hein. Comme ça, c'est directement proportionnel. Hein. Conductivité, conducteur. Donc, une grande conductivité, très bon conducteur. Très petite conductivité, mauvais conducteur, isolant. Voilà. Parce que c'est vrai que la résistivité, il faut inverser. Hein. Bon, maintenant, le problème, n'oublions pas qu'on doit étudier la résistance d'isolement. C'est pas n'importe quel type de résistance. Bon, on utilise rarement un fil de cuivre nu, c'est rare. Que ce soit sur une self ou dans les habitations pour les installations électriques, ou dans les entreprises, pour je m'excuse, pour câbler des machines. Généralement, on a un fil conducteur. Et tout autour de ce fil conducteur, il y a une protection. Une petite protection, une gaine isolante. Une gaine isolante. Donc ça, c'est de l'isolant. Et ça, c'est un matériau
Ça, c'est le conducteur, ça. Donc, on voit bien quand on parle de conducteur, ah, c'est une approche, je veux dire, euh, qui n'est pas tout à fait réaliste. Parce qu'un conducteur tout seul, un conducteur nu, généralement, on n'en trouve pas dans l'industrie. Hein. C'est souvent des conducteurs avec des isolants. Et même pire, pour les câbles, si je prends un conducteur, plus gros que ça parce que c'est un câble, bon, ici, il y a un petit courant qui va passer. Hein. C'est un petit courant, petit i. Voilà. Contrairement à un câble. Supposons que je prenne trois fils, trois gros conducteurs. Bien, chacun des conducteurs, ici, aura sa gaine isolante. Une ou plusieurs gaines isolantes. Voilà, ça se passera comme ça. Et autour de ça viendra en cours une ou plusieurs gaines isolantes. Donc vous aurez compris que l'explication que je vais donner ici, c'est que les isolants, ici on a un plus gros courant qui va passer, hein, quand on va l'alimenter bien sûr, quand on alimentera. Comme c'est un câble, ça c'est un câble, on aura des plus grands courants ici, puisque ce seront des plus grosses sections. Les plus grosses sections. Je vais appeler ça I1, I2, I3 et I4. On va dire que I1, si j'ai trois courants, je veux dire symétriques ici, I2 égale I3 égale I4, fatalement il va être plus grand que I1. Fatalement. Parce que bon, ça c'est un petit conducteur de petites sections. Et ça, j'ai pris des câbles où des courants plus importants peuvent passer. J'ai pris plusieurs. euh, un ensemble, un torrent de câbles. Un torrent de câbles. Donc là, si j'ai un torrent de câbles, bon, c'est des câbles, donc il y a une plus grosse section. Donc en fait, tout est isolé. Un câble n'est pas mis à nu. Tout est isolé. Ouais, mais le problème, c'est que on n'a pas des bons, des isolants parfaits. On l'a dit au départ. On a dit qu'on n'a pas des conducteurs parfaits. Et on n'a pas des isolants parfaits. On a des plus ou moins bons conducteurs, des très bons conducteurs, mais on a des très bons isolants ou des très mauvais isolants. Donc en fait, un isolant parfait n'existe pas. Donc ce qui veut dire qu'il y aura des pertes. Mais ces pertes, bien sûr, il faut, au niveau de l'isolant, il faudra les les minimiser. Il faut des pertes minimum. Et pour ça, il faut la résistance la plus grande possible pour minimiser pour minimiser ces courants au travers de l'isolant. Bon, mais pour ça, attention que ça a son importance, ça. Parce que s'il y a un courant trop important qui se dégage d'un isolant, si l'isolant ne fait plus, je veux dire, son travail d'isoler par rapport au courant électrique qui passe dans les conducteurs en nœud, qu'est-ce qui peut se passer? Beaucoup de choses. On peut électrocuter quelqu'un, une personne. Donc c'est dangereux pour les personnes. Et c'est dangereux pour les biens, parce que c'est le courant par ailleurs et qui va détruire un autre matériel par un courant, je veux dire, qui ne lui serait pas approprié pour le matériel, je veux dire, auquel il est destiné. À ce moment-là, il peut aller bousiller du matériel, je veux dire, dans les parages du câble. Donc, ça a double impact au niveau de la sécurité des personnes. Bon, la dangerosité, autant dire que si une personne se fait électrocuter à cause de... Bon, on sait bien qu'il y aura des sanctions qui vont être prises avec une, une expertise à la clé qui va
qui va déterminer les responsabilités si l'entreprise a pris les devants concernant la sécurité des personnes. Si elle n'a pas pris les devants pour la sécurité des personnes, au niveau du tribunal, ça va lui retomber dessus. Et maintenant, pour la sécurité la protection des machines, hein, s'il y a un courant parasite un courant de fuite qui circule d'un conducteur qui va aller bousiller une autre machine, bon, c'est déjà un arrêt de production. C'est les aléas qui vont, je veux dire, que va porter, je veux dire, l'entreprise en responsabilité elle-même. Pas vis-à-vis au niveau juridique, comme quand il y a une personne qui se fait électrocuter, mais elle va porter les conséquences au niveau financier. Parce que bon, c'est le cas, elle détruit une machine, hein, faut payer déjà la machine, hein, si elle coûte cher ou pas. Et de deux, je veux dire, c'est un arrêt de production, un arrêt de production, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc ici, donc, il faut minimiser ces courants de fuite. Il ne faut pas que, je veux dire, bon, il y a un courant de fuite qui pose problème. D'autant plus que, je veux dire, par exemple, si je prends une machine électrique, bon, il y a au moins presque 40%, je ne sais plus combien de pourcents, les problèmes sont dus à l'isolation des machines. Et c'est 40% de défaillance des machines. Donc, autant dire que le problème que j'expose ici, concernant la résistance d'isolement, n'est pas un problème, je veux dire, anodin, mais un problème, je veux dire, qu'il faut préventivement prendre en compte par des mesures, avec des instruments adaptés, on va prendre des mesures préventif pour voir s'il n'y a pas une défaillance et apporter les corrections nécessaires s'il y a une demande de correction à faire concernant l'isolement. Mais quand je dis isolement, bon, je parle aussi bien de matériel de protection que des machines, générateurs, moteurs, que des transformateurs, que des sectionneurs sectionneurs, comment on appelle ça, hein, les dispositifs de sectionnement. Voilà. Bon, alors pour ça, je vais expliquer deux choses. Il existe deux types dans les isolants, deux types de résistance. On a la résistance transversale. Bien sûr, qui dit résistance transversale dit résistivité transversale. En fait, la résistance transversale, c'est celle qui va passer dans le volume de l'isolant. Dans le volume. Contrairement à la résistance superficielle et donc la résistivité superficielle, on peut parler comme je l'ai dit, en conductivité superficielle. Conductivité transversale et conductivité superficielle. Bon, je préfère parler en conductivité parce que c'est directement proportionnel à la vision de voir si c'est conducteur ou pas. Contrairement à la résistivité, comme on a dit, bon, c'est l'inverse d'une conductivité. Et quand plus la résistivité est grande, plus on est isolant, plus la résistivité est petite, plus on est conducteur. Bon, il faut réfléchir à l'envers. Donc ici, c'est la résistance, on va dire transversale. R transversale qui traverse le volume de l'isolant. Maintenant, on a la résistance superficielle qui passe en... Donc ici, ça traverse tout le volume. J'ai pris un câble cylindrique, enfin un conducteur cylindrique. Comment on appelle ça, un isolant cylindrique. Voilà. Et il y a celle qui passe en surface. Voilà. Donc c'est la résistance superficielle. Ouais, mais la résistance transversale et la résistance superficielle donnent la résistance totale. Alors, bien sûr, la résistance transversale, elle est étudiée comment? Par rapport à deux électrodes qui sont mises, je vais dire, là, la résistance transversale, bien sûr, c'est celles qui sont situées entre les électrodes où on va appliquer une tension continue. VDC. D'autant, la même chose, la résistance superficielle, c'est celle qui est située entre les électrodes où on va appliquer une tension continue bien connue. Elle est connue, puisque on vient un appareil, on place la tension, on la règle et on mesure la résistance transversale. Donc ici,
via une tension VDC. Et la résistance totale, c'est la résistance superficielle plus la résistance transversale. Bon, mais si j'applique une tension, donc j'applique la loi d'Ohm, VDC sur le courant total est égal à R total. Voilà. Donc, le courant, c'est un petit courant, hein, c'est des microampères. Voilà, c'est un petit... Pourquoi des microampères? Parce que la résistance ici, la résistance comme c'est un isolant, la résistance est grande. Donc le courant sera... Plus la résistance du isolant est grande, d'autant plus grande, plus, je veux dire, le courant sera très très petit. Voilà. Donc ici, si j'applique par exemple 10 volts, 1000 si je mets 1000 volts, 1000 volts, 1000 volts, 1000. Supposons que j'ai un isolant de 10, donc ici c'est R. Ouais, ça dépendra de la longueur et la... Ouais, ça va, j'ai dit. Ici, ce sera une application... Ce seront des tensions quand même élevées, c'est la tension qu'on va mettre. On va mettre des grosses tensions. Ici, on va mesurer des petits courants. Hein. On va mettre un microampèremètre. Et là, on va mettre un microampèremètre. Voilà. Donc, plus la résistance... Là, maintenant, je rentre dans la résistance d'isolement. Plus la résistance d'isolement de l'isolant est grande, c'est qu'il joue bien son rôle d'isolant. Donc, on aura un petit courant de passage. Il faut le plus petit courant de passage. Passer, ça passera tout le temps. Mais il faut le plus petit courant de passage. Donc, s'il y a des microampères qui passent, c'est pas trop grave. Maintenant, tout dépend de la gamme de microampères. Attention qu'il y a des appareils qui demandent, je veux dire, qui demandent qu'il n'y ait presque pas de courant qui passe. Donc là, il faut une résistance énorme. Hein. Voilà. Et cette résistance se mesure en mégohm, gigaohm, et on peut aller même plus loin pour avoir des isolants vraiment parfaits, parfait, non j'ai pas dit ça, mais je veux dire des isolants, des dispositifs qui assurent une isolation la plus grande possible. On peut avoir des téraohms, c'est 10 exposants, là c'est 10 exposants 6, 10 exposants 9 et 10 exposants 12 ohms. Autant dire qu'on a une très bonne isolation avec un très très petit courant qui va passer. Bon, mais vous aurez compris que en fonction de la mesure, il faudra, je veux dire, un appareil adapté. Si on mesure en téraohm, on va pas prendre un appareil qui mesure des mégohms. Et vous l'aurez compris qu'en fait, on va utiliser soit un mégohm-mètre ou des appareils je veux dire, spécifiques pour mesurer, je veux dire, l'isolement. Au travers de différents calculs, des méthodes de calcul, je veux dire, qu'on peut remettre sur un logiciel, et voilà. Il y a 4 méthodes de calcul pour calculer la résistance d'isolement. Il faut bien câbler tout d'abord le tout, il faut câbler donc l'appareil de mesure correctement, faire les différents types de câblage qui existent, hein, je veux dire par exemple sur 3 bobines, hein, placées par rapport aux endroits spécifiques, et puis faire les prises de mesure, et je crois qu'il fait les calculs lui-même, et il vous retransmet, je veux dire, les valeurs. Et on peut prendre ça, je veux dire, quasi quotidiennement, faire une statistique des mesures. Aujourd'hui, je prends une mesure, demain, après-demain, et je fais des comparaisons de mesures. Et je me pose la question, est-ce que l'isolation est bonne ou pas? Voilà. Le tout, c'est de faire confiance à sa mesure. Voilà. Parce qu'il y a des paramètres, je veux dire, extérieurs qui peuvent intervenir. Hein. Et alors, quels sont ces paramètres? Non. Voilà, il y a des paramètres qui peuvent mesurer pour fausser la mesure, par exemple la température et l'hygrométrie.
C'est-à-dire hygrométrie, c'est le degré d'humidité. Voilà. Donc, en fait, voilà. Et de toute façon, ils prennent en compte. Il y a des appareils qui prennent en compte, je veux dire, les facteurs influençants, je veux dire, la mesure, via des dispositifs. Par exemple, en utilisant une troisième borne. Troisième borne, bon, on essaie d'éliminer, je veux dire, les facteurs externes. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Oui, ici, donc on a vu donc qu'est-ce que c'était la résistance transversale, qu'est-ce que c'est la résistance superficielle, et que le total des résistances fait de l'isolant fait la résistance totale de l'isolation, et plus la résistance est grande, mieux c'est, plus c'est isolé au niveau isolant. D'où la nature du type d'isolant qu'on va placer. Les isolants sont étudiés, je veux dire, de manière la plus adaptée, de façon à ce qu'ils ne percent pas facilement, de façon à assurer, je veux dire, qu'ils ne soient pas, je veux dire, dépendants des caractéristiques extérieures qui peuvent l'abîmer. Enfin, ils vont toujours s'abîmer, mais bon, je veux dire, on essaie de faire en sorte de rechercher des isolants d'étudier des types d'isolants qui peuvent, je veux dire, être évoluer, qui peuvent évoluer dans n'importe quel type d'atmosphère, aussi coriace soit-elle. Par exemple, les atmosphères chimiques. Bon, alors, donc suivant la forme ou la disposition, comment il est disposé, donc l'isolant, l'effet de surface que je viens de voir ici, peut être fort important. Alors maintenant, ce qui est fort important, ce sont les facteurs qui influencent. Quels sont les facteurs qui influencent la résistance d'isolement? Ah, en fait, c'est tout ce qui est stress. C'est tous les stress possibles qu'on peut, je veux dire, que l'isolant peut subir. Par exemple, la température est un stress. Fatalement, hein, je veux dire, déjà, le conducteur à l'intérieur, il peut avoir des contractions. Quand il fait chaud, il y a des pays qui fait fort chaud. Hein, je veux dire, là, à ce moment-là, le conducteur électrique peut augmenter, diminuer s'il fait froid, augmenter, hein, en fonction de la journée, hein, et jouer. Et donc, l'isolant va prendre aussi en conséquence, je veux dire, ces fameux jeux de dilatation subis par les étirements, les contractions du conducteur à l'intérieur de l'isolant. Donc l'isolant prend aussi. Donc un des effets de stress, c'est le stress mécanique du conducteur, et donc qui implique un stress mécanique de l'isolant aussi, parce que si l'isolant bouge, si le conducteur bouge est étiré suite à une dilatation linéaire, il y a une dilatation linéaire, ben, l'isolant va se dilater, et donc il y a un stress mécanique au niveau du conducteur, mais aussi au niveau de l'isolant. Au niveau des dilatations aussi. Dilatation, je veux dire, du conducteur, ben, l'isolant va s'étirer, et puis il va se recontracter. Et il y a tout un jeu comme ça, bon, dû à la température, aussi bien pour le conducteur intérieur à l'isolant que à l'isolant. Et donc il y a un stress mécanique. Maintenant, il y a directement l'effet de la température, direct, c'est-à-dire sur l'isolant. À ce moment-là, la température, les rayons lumineux, etc., peuvent abîmer, je veux dire, l'isolant lui-même, sans parler des stress mécaniques. Ensuite, il y a l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est-à-dire le degré d'humidité, va aussi jouer directement sur l'isolant lui-même, sur l'isolant. Et donc, à la longue, peut faire vieillir facilement l'isolant. Et donc, en fait, une fois qu'il vieillit, ben, je veux dire, il a une perte de performance au niveau d'isolation. Sa résistance n'est plus la même qu'au départ quand on avait choisi une très grande résistance d'isolement. Là, sa résistance va diminuer en fonction de l'hygrométrie, en fonction de sa vieillesse aussi. Plus l'isolant va vieillir, et plus, bon, la vieillesse est en fait, une vieillesse, ça vient de pas mal de choses, hein. En fait, c'est une sommation on va dire, c'est une composition
de tout ce que je vais voir. Une vieillesse, c'est une composition de tout ce que je vais voir. En fait, il n'y a pas un effet qui se fait, un stress qui se fait, mais c'est tous les stress qui jouent entre eux pour donner, je veux dire, comment on appelle ça, une vieillesse à l'isolant et qui va faire perdre la résistance d'isolement, je veux dire, sa résistance à l'isolant. Donc on retrouve les états de surface. Les états de surface, tout ce qui est propreté, souillure, moisissure, ouais, tout ce qui est attaque extérieure de saleté, hein. Tout ce qui est saleté, c'est-à-dire peuvent attaquer, je veux dire, ouais, faut pas oublier qu'il y a des animaux aussi, hein. Je veux dire, quand les appareils ne tournent pas, par exemple, la nuit, il peut y avoir des rongeurs qui viennent, hein, s'ils savent pas quoi grignoter, quoi que ce soit, ils peuvent grignoter des câbles. Ça c'est possible aussi, des rongeurs. Bon, mais ça, c'est une défaillance qu'on peut prendre aussi, hein. Et donc, il suffit qu'il y ait un animal qui passe sur un câble, bon, qui bute le câble, hein, qui vient ronger un câble, ben, je veux dire, on a une perte d'isolement, fatalement. Donc, on peut avoir des rongeurs. Des rongeurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir, oui, les tensions appliquées. Parce que les chocs de tension, si j'ai une petite tension, si je fais un allumage, bon, les allumages, généralement, ça induit des arcs. Si on est dans un environnement avec beaucoup d'arcs, bon, à la fin, je veux dire, les isolants peuvent prendre. La tension appliquée, le temps d'application de la tension. C'est parce que ça chauffe aussi, hein. Donc tout ça va induire, je veux dire, un certain stress et une vieillesse de l'isolant. Et tous ces effets vont créer les... Voilà, maintenant, attention qu'il y a des usines chimiques. Et il y a des câbles qui passent généralement, il faut les enfouir, les mettre dans... Mais il peut y avoir des câbles qui passent et être, je veux dire, soumises aux vapeurs, je veux dire, corrosives, aux vapeurs chimiques. Et je veux dire aussi, là aussi, on peut avoir un stress chimique. Donc, on peut avoir un stress mécanique, un stress thermodynamique, un stress mécanique, un stress, je veux dire, animal, hein, ouais, les rongeurs, un stress électrique et un stress chimique, du stress chimique comme les vapeurs corrosives, etc. Mais attention, il faut pas en rire avec les pertes d'isolement. Pourquoi? Parce que supposons qu'on est dans une ambiance chimique, je veux dire, à vapeur explosive. Il suffit que l'isolement ne fasse pas son travail. Si un petit arc, ça peut provoquer une explosion, hein. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça peut induire pas mal de conséquences, hein. Donc, d'où le fait de vérifier, je veux dire, euh, donc l'isolement des appareillages électriques, en fait, en général. Bon, bon ici, qu'est-ce qui va passer en surface? C'est le courant de fuite. En surface, on aura un courant de fuite. Il fuite. Voilà. Bon, on verra qu'il y aura trois types de courants, hein. Il y aura trois types de courants qui vont circuler, dont deux vont perdre leur effet. Un très vite, courant capacitif. Il y aura un deuxième courant qui va s'éliminer au bout de quelques minutes. Et le troisième courant sera celui pour le courant utile qu'on devra, je veux dire, tenir compte pour la mesure de l'isolement. Voilà. Mais ça, je verrai plus tard ça. Donc en fait, on a dit qu'il y aura quatre méthodes de mesure pour mesurer, comment ça s'appelle ça, l'isolement. L'isolement électrique des isolants. Et voir s'il y a une bonne isolation. Voilà,
Je vous remercie.